Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre le FC Séville. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Demain, ça sera les élections et le stade pourra accueillir 60 000 spectateurs. À quel type de match vous attendez-vous demain face à un FC Séville qui est l'une des seules équipes à avoir gagné contre vous cette saison ?» Hansi répond « Il nous reste encore 3 matchs avant la trêve internationale et pour nous c'est une semaine très importante. Les 3 sont à domicile et l'objectif est de tous les gagner. Je pense que ça ne sera pas facile demain. On connaît les points forts de Séville. Ils nous ont montré à quel point ils étaient agressifs. Ils prennent chacun un joueur, ils pressent haut. Donc on verra demain, mais on doit jouer avec confiance et conviction. Voilà ce que j'attends de l'équipe. » Ensuite, on lui dit « Comment allez-vous vous organiser pour la journée de demain entre les élections et le match ? À quelle heure allez-vous voter ? Et pensez-vous que les élections puissent distraire l'équipe ?» Hansi répond « Concentration absolue à 100% sur le match, et après on verra ce qu'il se passera. » Ensuite, on lui dit « Gavi vient de recevoir le feu vert médical, qu'est-ce que cela signifie pour l'équipe ? Et quel est le plan pour son retour ? Ce n'est pas la première fois qu'il se blesse et on est à un moment de la saison qui est très difficile. » Hansi répond « Oui, il est disponible, je suis très content, peut-être qu'il pourra jouer quelques minutes, c'est super qu'il soit de retour, on peut le voir aux entraînements, son dynamisme, j'aime beaucoup ce que je vois, mais on doit faire attention aussi. » Ensuite on lui dit « Demain sera le jour idéal pour donner du repos à Lamine ?» Hansi répond « On verra. » Ensuite on lui dit « Vous dites qu'il faut faire attention avec Gavi, est-ce que vous avez la sensation qu'il a très envie de jouer et qu'il faut le freiner un peu ?» Hansi répond « Non, je pense que maintenant il est sur le bon chemin, il sait qu'il faut y aller pas à pas. Après sa deuxième blessure, ça n'a pas été facile pour lui, et on sait qu'il a encore des années devant lui. Donc c'est ça qui nous importe, et on va prendre soin de lui et faire attention. Comme je l'ai dit, je suis très content qu'il soit de retour, et ça sera un match spécial pour lui. » Ensuite on lui dit « Est-ce que vous avez dû freiner Gavi ? Est-ce que vous avez discuté sur quand il pourrait revenir ? Ça a été difficile de le convaincre ?» Hansi répond « Non, pour le moment, il a la bonne attitude, c'est bien et on verra comment ça évolue. Je sais que quand il aura la confiance totale en son corps, en ses capacités et comment il joue, ça changera peut-être un peu. J'aime beaucoup sa manière de tout donner pour le club, pour l'équipe. Son retour est une bonne nouvelle. » Ensuite, on lui dit « Êtes-vous préoccupé par les statistiques de Lewandowski et Ferran ? Quand on regarde les deux ensemble, ils n'ont marqué que 9 buts en 19 matchs depuis le début de 2026, 6 buts de Lewandowski, 3 de Ferran. » Hansi répond « Non, ce sont des choses qui arrivent et pour moi c'est le moment idéal pour qu'il revienne et de ce que j'ai vu aujourd'hui à l'entraînement, je pense qu'on est sur le bon chemin. » Ensuite on lui dit « Dans ce contexte où l'équipe semble fatiguée, quel rôle peut jouer Ronny Bardghji ? Il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. C'est une question physique ou d'adaptation ou il se passe quelque chose ?» Hansi répond « Non, c'est quelqu'un de très professionnel, son attitude est incroyable, il joue au même poste que Lamine et ce n'est pas facile pour lui d'avoir du temps de jeu parce qu'on a une équipe qui a beaucoup de qualité, mais de ce que je vois à l'entraînement, son attitude et sa mentalité sont vraiment remarquables. Je sais que ce n'est pas facile pour lui, mais il fait du très bon travail. » Ensuite, on lui dit concernant Xavi Espart, il s'est entraîné avec vous plusieurs fois déjà, il a fait ses débuts contre Newcastle. Que pensez-vous de lui et est-ce qu'il pourrait être titulaire demain ? Hansi répond « Tous les joueurs peuvent jouer demain. Xavi s'était entraîné avec nous il y a quelques mois et ensuite il a été blessé. Et ce que je voyais à ce moment-là était déjà très bien. Il est de retour et actuellement il nous donne une option de plus et c'est important parce que Baldé n'est pas là et Jules non plus. Donc on avait besoin d'avoir quelqu'un et il représente une très bonne option pour cela. » Ensuite on lui dit au vu du match contre Newcastle, on dirait que vous êtes amélioré sur la gestion des doubles confrontations. Est-ce que l'élimination contre l'Atlético a été une leçon ? Hansi répond « Oui, parfois ce genre de défaite comme contre l'Atlético t'apprend une leçon difficile. Je pense qu'on en a appris. Il faut aussi garder à l'esprit qu'en 11 jours on a joué 4 matchs et comme je l'ai dit, il y a certains postes où les options de changement sont limitées. Il faut aussi se dire que certains joueurs reviennent de blessures. Par exemple comme avec Marc, après une blessure parfois il faut 1 an ou plus pour revenir au meilleur niveau, mais il a fait du très bon travail malgré tout. Pareil pour Pedri, Rafinha, Rashford aussi. Donc j'apprécie beaucoup ce que fait l'équipe, la manière dont ils jouent, leur attitude, leur mentalité. Et je pense que c'est normal que quand tu joues 4 matchs en 11 jours, avec aucun match facile, Villarreal, Atlético, Bilbao et ensuite Newcastle, c'est des matchs très intenses et on a fait du très bon travail, c'est super. On a aussi des joueurs très jeunes, ils doivent s'améliorer et ils le font à 100% avec ces expériences.
Ensuite, on lui dit aujourd'hui Gavi est de retour. Qu'en est-il de Frenkie? Comment va sa récupération? Certaines infos sont sorties de la part de la sélection néerlandaise disant que la blessure est pire que prévu. Quand pourra-t-il revenir? Hansi répond: j'espère après la trêve. Tout est sur le bon chemin et voilà, je pense qu'il reviendra après la trêve. Et enfin, la dernière question, on lui dit: lors des derniers matchs, on a vu une amélioration en défense. Vous optez pour la charnière Cubarsí-Gérard Martin en préférant Gérard à ce poste, alors qu'il y avait des blessés parmi les latéraux. Que pensez-vous de cette amélioration et pourquoi avoir choisi cette charnière Cubarsí-Gérard et pas Cubarsí-Eric, par exemple, comme lors de la première partie de saison? Hansi répond: Eric n'était pas disponible. Contre l'Atlético, il était suspendu et ensuite à Newcastle, il était forfait. Pour moi, Gérard s'est beaucoup amélioré, c'est super à voir, que ce soit son attitude, sa mentalité, son niveau, il est très concentré lors des matchs, et aujourd'hui, ce que j'ai vu à l'entraînement m'a rendu très content, parce que Cubarsí aussi, à 19 ans, fait du très bon travail, je suis très satisfait des deux. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre le FC Séville à domicile au Spotify Camp Nou à 16h15 avec une capacité de 60 000 spectateurs, ce qui est incroyable et ce qui promet une très belle ambiance. Une très belle ambiance aussi avec les élections présidentielles parce que, comme vous le savez, eh bien, demain il y a le vote pour le prochain président du Barça et on saura normalement dans la soirée qui a été élu et qui sera le prochain président du FC Barcelone. En parlant d'élections présidentielles, je vous avais dit que j'allais vous faire un petit résumé de ce qu'a dit Xavi lors de son interview pour La Vanguardia. C'est une interview qui est sortie, je pense, il y a quelques jours en arrière, en début de semaine, et j'ai trouvé que c'était intéressant de revenir là-dessus et de vous faire un petit résumé parce qu'il a parlé de beaucoup de choses, pas seulement Messi, comme ça a été dit par la plupart des médias. C'est une interview qui a duré environ 35 minutes et il est revenu sur son passage au Barça, sur le moment où il a été viré, les choses qu'il trouve pas normales au sein du club, etc., etc. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit en post, j'ai été plutôt déçue de cette interview de Xavi parce qu'elle arrive à un moment où l'avenir du club est en jeu et on sait tous que Xavi est un grand ami et grand soutien de Victor Font. Et il prétend pendant l'interview qu'il ne le fait pas pour soutenir Font, mais juste parce qu'il a envie de donner sa vérité, ce qui est très difficile à croire. Mais malgré ça, je trouve qu'il a dit des choses intéressantes. Et généralement, je trouve que dans les médias et même sur les vidéos YouTube, etc., les gens ont dit que Xavi avait lancé une bombe, etc., qu'il avait vraiment attaqué Laporta, mais honnêtement, quand on écoute l'interview, il ne l'attaque pas tant que ça. En fait, il va parler de certaines choses qui lui ont pas plu, mais surtout ce qu'il fait, c'est qu'il se défend et qu'il défend son passage au Barça et qu'il essaie d'une certaine manière d'influencer les gens en leur disant bon, ce qui s'est passé au Barça c'est pas normal, etc., etc. Et j'ai trouvé qu'il se contredisait aussi parfois. Et donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Donc déjà, il faut savoir que Xavi commence l'interview en expliquant les raisons pour lesquelles il fait cette interview. Et il dit que c'est pas quelque chose de planifié pour les élections, c'est juste que arrive un moment où il a besoin de donner sa vérité, de donner sa version des faits, de comment les choses se sont déroulées quand il était au Barça. Et il dit, et il insiste plusieurs fois, qu'il n'est pas un coulé douteux, dans le sens où tout le monde sait qu'il aime le Barça, il a passé une grande partie de sa vie au Barça, sa famille adore le Barça, il vit encore à Barcelone, etc. Donc il utilise ça vraiment pour dire aux gens « vous pouvez me faire confiance », etc., etc. Il rappelle aussi qu'il a payé de sa poche pour venir entraîner le Barça et que quand il a quitté le Barça, il a pardonné 11 millions d'euros. Donc pour lui, ça prouve bien qu'il aime le Barça et que s'il fait cette démarche, c'est pour le bien du club. Et il dit qu'il est resté, qu'il a décidé de ne pas parler pendant ces 1 an et demi par respect pour le club, mais là vraiment il est arrivé à un moment où il voit des situations qui sont très injustes et donc du coup il veut en parler. Et il insiste aussi plusieurs fois tout au long de l'interview en disant qu'il fait pas ça à partir de la rancœur ou de la rancune, mais qui fait ça vraiment parce qu'il sent qu'il a besoin de s'exprimer.
Donc il commence en faisant son autocritique et il dit que sa plus grande erreur lors de son passage au FC Barcelone, c'est le fait qu'il ait baissé ses exigences tout au long de son contrat. C'est-à-dire qu'au début, quand il est arrivé en 2021, souvenez-vous, il a dit qu'il était venu et il était très très exigeant par rapport au club en disant à Laporta, si au prochain mercato tu me ramènes pas tel joueur, eh bien je ne peux pas continuer et je pars. Donc c'est pour ça selon lui qu'à ce moment-là Laporta fait tout pour lui ramener des joueurs, pour recruter. Donc c'est cet été-là où on a Jules Koundé, Lewandowski, Rafinha, Christensen aussi, si je dis pas de bêtises, qui viennent, et c'est cet été-là que Laporta fait les fameuses palenka, c'est-à-dire les leviers économiques qui nous permettent d'avoir ces joueurs-là. Et donc cette saison-là, on gagne la Liga et la Supercoupe, et Xavi explique que à ce moment-là, il baisse ses exigences, que ce soit vis-à-vis des joueurs, mais surtout pour lui vis-à-vis du club, c'est-à-dire que cet été-là, juste après avoir gagné la Liga, souvenez-vous, il y a Busquets qui s'en va, Jordi Alba aussi, et Xavi aurait dit à Laporta qu'il avait absolument besoin d'un milieu en la personne de Zubimendi. Sauf que Laporta lui dit qu'il n'y a pas de fair play financier, et Xavi est obligé d'accepter ça. Et il dit que normalement à ce moment-là il n'aurait pas dû accepter, il aurait dû soit partir, soit faire quelque chose. Et il dit aussi que quelques temps après cet épisode-là, donc cet été-là, c'était donc l'été 2023, il y a Jordi Cruyff et Matteo Alemany qui décident de partir à quelques mois d'intervalle. Et Xavi avec le recul dit que lui aussi au final il aurait dû partir à ce moment-là, parce qu'à partir du moment où le directeur sportif qui t'a recruté n'est plus là, c'est compliqué. Et donc il a dit qu'il avait une relation seulement de respect avec Deco, mais sans plus, mais qu'il se sentait pas forcément à l'aise. Et donc dans la foulée, au mois de janvier 2024, il va voir le club et il dit qu'il veut partir pour plein de raisons, pas seulement parce que Jordi Cruyff et Matteo Alemany sont partis, mais aussi parce que il se sentait plus trop à l'aise, etc. Et donc pour le bien du club et son bien personnel, il dit au club qu'il veut partir. Donc souvenez-vous, c'était au mois de janvier, juste après la défaite contre Villarreal, je pense. Donc c'était en janvier 2024. Je crois qu'on avait perdu 5-2 contre Villarreal. Et à ce moment-là, il va voir le club et il leur dit je veux partir. Et pour lui, c'est tout, il allait partir. Sauf que il téléphone à Alejandro Echevarria, donc lui c'est l'ex-beau-frère de Laporta, vous avez certainement dû en entendre parler plein de fois, et il lui demande qu'est-ce qui se passe, etc. Il paraît que Laporta veut quand même que je reste, etc. Et Echevarria lui dit ouais c'est vrai, finalement il faut que tu restes, on a besoin de toi, etc. Et Xavi a des doutes, parce qu'on lui dit que la plupart des gens qui forment le board du Barça ne sont pas pour sa continuité, mais que visiblement le président lui veut. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont faire la fameuse réunion chez Laporta, où Laporta va lui dire il faut absolument que tu restes, on a besoin de toi, j'imagine pas le Camp Nou sans toi, j'imagine pas le 125e anniversaire du club sans toi, etc., etc. Et donc ils ont réussi à convaincre Xavi, qui finalement accepte de rester. Donc après ils ont fait la fameuse conférence de presse, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des photos donc avec Xavi, Laporta, Deco et Boyan, ils avaient pris des photos, etc. Et à partir de ce moment-là, ils se disent qu'ils vont faire une planification sportive pour l'année d'après, et qu'ils l'avaient même déjà commencé avec Xavi en tant que coach. Et donc ils font des réunions, etc. Et là, puisqu'il y avait des soucis de fair play comme toujours, il fallait faire des listes de joueurs. Et Xavi, lui, avait dit qu'il voulait se débarrasser surtout d'un joueur. En fait, sa condition pour accepter de continuer, c'était qu'il fallait faire certains changements et surtout se débarrasser d'un seul joueur. Un joueur en particulier. Et à côté de ça, ils ont aussi fait des listes de joueurs dont ils pourraient se séparer pour avoir du fair play. Donc il explique qu'on lui a dit, si par exemple on vend tel joueur, ça va libérer de la masse salariale et on va pouvoir en inscrire 3, donc en recruter 3. Et donc sur cette shortlist, il y avait plusieurs joueurs,
dont Pedri, Rafinha, Araujo et Sergi Roberto. Donc vous voyez, c'est réel. Ces joueurs-là, c'était des possibles ventes. Donc Xavi était prêt à se séparer d'eux. Ça ne veut pas dire qu'il le voulait absolument, mais pour lui, il pouvait se séparer d'eux pour avoir du fair play et prendre d'autres joueurs à la place. Et ensuite, donc il raconte qu'il s'est senti trahi parce que ces réunions-là, elles ont été faites avec le board, avec Deco, avec Echevarria, etc. Et donc, quelques temps plus tard, donc quand on avance vers la fin de saison, il y a la fameuse défaite et l'élimination en Ligue des Champions contre le PSG, et ensuite, quelques temps après, on perd le Classico, et il dit qu'à ce moment-là, il y a eu comme un revirement de situation, c'est-à-dire que Echevarria, Laporta, etc. Ont commencé à douter, et surtout Echevarria, et donc ils ont fait des réunions. Echevarria a tapé du poing sur la table et s'est énervé en disant que la préparation physique c'était du n'importe quoi, qu'il y allait avoir Julio Tous qui allait rejoindre l'équipe parce que l'équipe était vraiment nulle physiquement, etc. Elle se fatiguait vite, etc. Et à ce moment-là, Xavi est intervenu et a dit non, je te reprends tout de suite, c'est pas vrai, c'est pas à cause de la préparation physique qu'on a perdu, etc., etc. Et selon lui, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une cassure, une rupture avec Alejandro Echevarria et que du coup, Echevarria serait allé voir les joueurs en question dont je vous ai parlé, qu'ils étaient sur la shortlist des possibles ventes, c'est-à-dire Pedri, Araujo, Sergi Roberto et Rafinha, et il leur a dit, Xavi ne veut pas de vous, il va peut-être vous vendre, etc., etc. Et à ce moment-là, puisque Sergi Roberto est ami de Xavi, il est allé voir Xavi, il lui a dit, est-ce que c'est vrai que tu veux plus de moi, etc. Et Xavi a nié, il a dit non, c'est pas vrai, au contraire, moi je veux que tu renouvelles ton contrat, etc. Et donc du coup, Xavi s'est senti trahi par Echevarria. Et après ça, il y a eu une période, donc je crois que là on est vraiment fin de saison, au mois de mai ou avril, et il dit que ils lui répondent plus au téléphone, Echevarria, etc. Et selon lui, ça serait Echevarria qui a pris la décision de le virer après ça et non pas Laporta. En fait, il dit d'une certaine manière que Laporta il m'a trahi, à la base je suis venue au Barça pour lui, je lui ai fait confiance et c'est ma plus grande erreur, mais au final je lui en veux pas forcément parce que derrière lui il y a Echevarria et c'est Echevarria qui prend les décisions, c'est presque lui qui dirige le club, etc. Et donc il dit qu'il s'est senti trahi alors que c'était quelqu'un de confiance et quelqu'un qui faisait rentrer dans le vestiaire, enfin que c'était vraiment quelqu'un de confiance. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais Alejandro Echevarria, d'après ce que disent les différentes personnes, c'est quelqu'un de confiance, parce que pour Laporta, c'est quelqu'un de très proche et de confiance. Hansi Flick aussi dit que c'est quelqu'un de confiance. Xavi lui-même disait que c'était quelqu'un de confiance jusqu'au moment où il a entre guillemets décidé de le virer. Donc voilà. Et donc Xavi dit que pendant quelques semaines, personne lui dit rien, personne lui parle, il se demande ce qui se passe, il y a une sorte de campagne médiatique contre lui qui dit que la préparation physique n'est pas bonne, etc., etc. Et selon lui, c'est vraiment à ce moment-là, donc avec cette réunion-là dont je vous ai parlé, que la décision a été prise par Echevarria de virer Xavi. Et donc Xavi dit que en fait il faut vraiment un changement au club, il faut que tout soit changé, il faut qu'il y ait du renouveau, etc. Et qu'il a vraiment été déçu parce qu'il y a plusieurs personnes dans l'entourage de Laporta qui l'ont trahi, des personnes qui étaient très proches de lui, etc. Et lui il s'est senti vraiment lésé, méprisé, etc. Et il a dit que la seule personne entre guillemets avec laquelle il avait des bonnes relations encore maintenant et qui pour lui était vraiment quelqu'un de très bien pour l'avenir du Barça, c'est Rafa Yuste. Il a dit que lui, il a toujours été proche de lui, il lui a toujours expliqué les choses, etc. Et je voulais revenir aussi sur, vous savez, ce moment-là de 2-3 semaines où Xavi ne sait pas trop si on le vire ou pas. Dans les journaux, dans les médias, on dit que Laporta a décidé de le virer, mais Laporta ne lui parle pas directement. Je pense que c'était les 2-3 semaines où il y a dû avoir certainement des négociations avec Hansi Flick, et donc le board, Laporta, etc., ils étaient un petit peu confus parce qu'ils ne pouvaient pas virer Xavi à ce moment-là, il restait que quelques matchs dans la saison, et ils n'étaient pas sûrs que Hansi vienne, donc ça aurait été compliqué de trouver un autre entraîneur, et donc je pense qu'à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont gardé
le silence à ce moment-là, mais personnellement je trouve que ça se fait pas et que c'était vraiment un très grand manque de respect envers Xavi. Je le disais déjà à l'époque et je le pensais déjà à l'époque et je le pense toujours maintenant. Je pense que la manière dont ils ont viré Xavi, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc voilà, ensuite il a aussi parlé de Messi, je pense que ça j'ai pas besoin de revenir dessus parce qu'il y a eu énormément de papiers, de vidéos, etc. qui ont été faits là-dessus, en disant qu'en 2023, il voulait le retour de Messi, il parlait avec Messi presque tous les jours pour lui dire de revenir, et que apparemment au niveau de la Liga c'était ok, mais c'est Laporta qui a bloqué. Bon, ça a été démenti, et on a pu voir que c'était faux, et que Messi lui-même, au final, il voulait pas revenir en y réfléchissant parce qu'il s'est dit qu'il y avait beaucoup de pression, que tous les autres joueurs allaient devoir baisser leur salaire, que ça allait être très compliqué, et surtout il voulait être fixé dès la fin du mois de juin, alors que au niveau de la Liga, du fair play des comptes, etc., ça a été très compliqué. Il aurait fallu attendre jusqu'à la fin du mois d'août, et Messi ne voulait pas ça parce qu'il voulait pas, encore une fois, être déçu et se retrouver fin août et devoir aller ailleurs. Et personnellement, je trouve ça un petit peu nul de parler de Messi pour dire « Ah, regardez, Laporta c'est le méchant », parce que Messi, au final, merci pour tout ce qu'il a apporté, c'est le meilleur joueur du monde, de l'histoire même, et on l'adore de tout notre cœur, c'est vraiment une figure emblématique du Barça, du barcelonisme, du football, enfin, il n'y a même pas de mots pour le décrire, mais c'est du passé, il faut tourner la page. Imaginez si Messi était revenu en 2023, quel aurait été le projet au final. Je pense qu'il faut aller vers l'avenir, on a des jeunes joueurs, il faut bâtir les choses, ça sert à rien de revenir en arrière. Donc je vous avoue que je comprends pas l'argument qu'utilisent Font et Xavi pour dire Messi, Messi serait resté ou ne serait pas parti si c'était Victor Font qui était président, etc. etc. Enfin bon, ça, personnellement, je trouve que c'est du n'importe quoi et que ça veut absolument rien dire. Et qu'au contraire, si Victor Font était le président au moment où il y a l'affaire Messi et que Messi s'en va, je pense que Victor Font n'aurait pas fait long feu et qu'il aurait dû démissionner dans la foulée. Donc voilà. Autre chose que Xavi dit lors de son interview, il dit que quand Hansi est venu chez lui il y a quelques mois en arrière ou quelques années, enfin je sais plus, c'était l'année dernière je pense, oui, et bien Hansi lui a présenté des excuses parce que le Barça parlait avec lui pendant que Xavi était toujours en poste, et il a dit qu'il avait apprécié ça et que c'était très noble de la part de Hansi. Il a dit aussi qu'il avait encore une bonne relation avec les joueurs, qui leur envoyait des messages, qui lui répondait, et il s'est pas mal aussi jeté des fleurs en disant que c'est lui qui a lancé pas mal de joueurs, Lamine, Fermin, etc. Maintenant sur les élections et sur ma préférence, moi personnellement vous savez que je préfère Joan Laporta, je ne vais pas voter, mais si je pouvais voter, eh bien j'aurais voté pour Laporta, tout simplement parce qu'il a sauvé le club, c'est un fait, on est en reprise économique, on a un bon projet sportif, on a un bon coach, on a des bons résultats, on a une équipe qui est en train de se consolider avec des jeunes joueurs. On a le nouveau Camp Nou qui est là, et d'ailleurs demain il sera ouvert avec 60 000 spectateurs, et je pense que Laporta a fait ses preuves. Il nous a sauvés d'une situation très très compliquée parce que le club était au bord de la ruine quand il est arrivé. Maintenant il faut continuer à grandir et à se développer. Il a pris des décisions très courageuses et très difficiles à prendre pour le bien du club, quitte à se mettre à dos malheureusement certaines légendes, mais je pense que c'est pour le bien du club et c'est pour avancer. Autre chose aussi qui pèse dans la balance pour Laporta, c'est le fait qu'il a énormément de contacts et de bonnes relations avec les agents. Donc ça, c'est toujours un plus dans les négociations, dans le fait de pouvoir recruter certains joueurs, chose que n'a pas forcément Victor Font. D'ailleurs, Victor Font, il essaie un petit peu de faire de l'enfumage en disant qu'il a parlé avec les représentants de Erling Haaland et l'agente d'Erling Haaland, Pimenta, qui est très proche de Laporta elle aussi, eh bien elle a démenti en disant que non, on n'a pas du tout parlé avec Victor Font. Donc je pense que ça c'est un plus. Sa proximité aussi avec les gens, sa sympathie, son charisme, le fait qu'il
défend toujours le Barça avec beaucoup de prestance, etc. Je pense que ça c'est un plus, on a besoin d'avoir un président qui est charismatique, et je pense que l'une des choses qu'on pourrait lui reprocher, c'est le fait que parfois il a parlé un peu trop vite, il a vendu un peu du rêve, mais je pense que c'est quelqu'un de très optimiste, qui veut que les gens soient enthousiastes, etc., qui parle un peu trop sur le coup des émotions, en tout cas des émotions comme ça positives, et qui fait qu'après, c'est pas très bien, et puis les gens sont pas contents. Autre chose aussi qu'on pourrait lui reprocher, c'est parfois certains sponsors ou certains partenariats avec des marques ou des entreprises qui sont pas très nettes, enfin on sait pas trop d'où elles viennent, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Ça c'est peut-être le gros défaut aussi, mais à part ça, personnellement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de voter pour Joan Laporta. Du côté de Victor Font, personnellement, j'ai regardé les débats, et ce qu'il fait, c'est qu'il attaque Laporta sur son bilan, mais lui, on peut pas l'attaquer sur un bilan vu qu'il en a pas, parce qu'il a pas d'expérience et qu'il a jamais été président. Donc c'est trop facile aussi de dire à quelqu'un « ouais, t'as mal fait ça », alors que toi, t'as rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il dit aussi qu'il faut du changement, du renouveau, mais quand les journalistes lui posaient la question, eh bien, il n'y avait pas forcément de réponse de ce qu'il voulait faire de nouveau. Parce que voulez-vous qu'il fasse de nouveau? Il a juste dit qu'il allait virer Deco et qu'il allait mettre 3 personnes à sa place, dont des anciens qui ont travaillé avec Pep Guardiola à l'époque. Donc voilà, quand on lui demande aussi des noms pour certaines choses qu'il annonce par rapport au Barça basket ou au Barça féminin, il dit que non, je vais pas les dire, etc. Donc il dit pas les noms, alors je sais pas s'il en a ou pas, ou s'il a déjà prévu tout ça ou pas. Ensuite, il dit qu'il a eu des contacts avec Messi à travers des intermédiaires par le passé. Je trouve qu'il utilise un peu trop l'image de Messi. Messi, au bout d'un moment, c'est bon, on a tourné la page, on a une nouvelle équipe qui n'a rien à voir, on est dans l'après-Messi. Messi, il est parti il y a 5 ans déjà, donc au bout d'un moment, il faut arrêter avec la nostalgie, et je pense que d'ailleurs Messi, il doit pas être très d'accord avec tout ça. Et puis aussi, il y a d'autres magouilles, des choses qui sont pas très claires, comme le fait que, comme par hasard, il y a eu un coup monté avec la plainte d'un socio il y a quelques semaines en arrière, avec des faux documents contre Laporta. Donc tout ça aussi, ça a l'air un peu étrange. Et la chose aussi surtout que je vais reprocher à Victor Font, c'est le fait d'avoir accusé Laporta de ternir l'image du club avec Negreira. Donc je trouve que ça vraiment, c'est inadmissible d'utiliser le même argument que les Madrilènes, que les ennemis du club, pour tirer sur le club ou Laporta, parce qu'on sait que Negreira, c'est ce dont parlent toujours les Madrilènes. Il y a quelques jours en arrière encore, Arbeloa a dit en conférence de presse, oui, Laporta, c'est lui qui a augmenté la somme que le Barça versait à Negreira. Enfin, vous voyez des diffamations comme ça, des attaques envers Laporta en utilisant l'affaire Negreira, qui est l'une des affaires les plus graves et les plus mensongères. Je trouve ça vraiment inadmissible qu'un futur possible président du Barça utilise ça juste pour se faire élire, parce qu'il contribue, lui, en faisant ça, à ternir l'image du club. À part ça, concernant la personnalité de Victor Font, j'ai trouvé que lors des débats, il avait du répondant, mais il était assez cynique, il rigolait, il regardait les journalistes en cherchant leur soutien, etc., etc. Et pour moi, personnellement, il n'a pas le charisme pour être président du Barça. Et puis pour moi aussi, évidemment, il fait des promesses qu'il ne pourra pas tenir, parce que c'est absolument impossible de tenir toutes ces promesses, surtout lorsqu'il s'agit de la gestion d'un club aussi grand que le FC Barcelone. Donc c'est bien facile de dire que les autres n'ont pas tenu leurs promesses ou ont menti, quand soi-même on n'a pas été dans cette position-là. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Personnellement, je prends parti clairement pour Laporta, pour Joan Laporta, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'avenir de notre club. On a une certaine stabilité, on est sur quelque chose d'ascendant, sur une évolution, et je pense qu'il faut continuer dans cette direction, et Victor Font aura tout le temps d'être président après Laporta. Donc personnellement, eh bien, je le dis et je le répète, je pense que la meilleure solution, eh bien, c'est Laporta. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. C'est une très longue vidéo parce que j'ai pas pu faire tout ça séparément lors des précédents jours parce que j'étais occupée. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse, de ce que Xavi a dit, de Laporta et de Font, et dites-moi aussi quel est votre pronostic pour le match de demain. Personnellement, je vois une vengeance du Barça 3-0
avec un retour de Gavi dans les dernières minutes du match et une très belle ovation pour lui. En tout cas, je l'espère, il nous a beaucoup manqué notre Gavi, notre guerrier, donc ça fait vraiment plaisir qu'il puisse revenir demain. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.